Hmm. Hmm. Ah. Hmm. Hmm. Après, s'il l'a supprimé, c'est pour une raison, je pense. Cette vidéo est excellente. Cette vidéo est absolument excellente. Pour le coup, c'est vraiment un avis très bien construit, je trouve. C'est super. Alors, sachant que ce format intéresse particulièrement les foules, petite vidéo de réponse aux commentaires, désobligeants bien entendu, enfin je vais me concentrer majoritairement sur les désobligeants, concernant ma dernière vidéo, qui comme vous avez pu le constater, était réellement polémique. Alors, petite introduction pour recontextualiser le tout, concernant Clyde Vanilla et Antoine Daniel. Alors, je ne l'ai pas précisé dans la vidéo, mais j'aurais dû. J'attendais la sortie de cette série audio avec impatience. En effet, il me tardait de voir comment l'humour de Antoine Daniel allait fusionner avec un nouveau format, et pour être honnête, je m'attendais à un résultat concluant, en pensant naïvement que le tout serait aussi convaincant que Naël qui, comme dit dans la vidéo précédente, a parfaitement réussi à inclure et transformer l'humour des 2 minutes de François Pérusse, donc qui est un humour de situation et de quiproquo, fermez la parenthèse, mais l'avenir en a dit autrement. Toute cette réflexion donc dans la vidéo que je me suis imposée par curiosité pure et non dans l'optique à la base de faire une vidéo car j'aime bien comprendre les choses sur l'humour de Antoine Daniel, donc ses racines, son origine, ses codes, m'est donc venue après avoir regardé Clyde Vanilla en essayant de comprendre pourquoi Clyde Vanilla ne m'avait pas décoché un seul sourire, en essayant de comprendre pourquoi ce changement de format avait donc oblitéré complètement les rêveries absurdes de Antoine Daniel. Après avoir pas mal cogité et recherché à droite à gauche de l'information, que j'ai par la suite digéré et mis en commun, un schéma global et logique a fini par se dessiner et sa solidité m'a satisfait au point de ne plus me poser la question. Donc je ne dis pas que j'ai raison, d'ailleurs, cette vision des choses que j'ai exposée dans ma vidéo pourrait voler en éclats si quelqu'un avait une vision plus logique et solide du sujet venant me démonter mon raisonnement. C'est, on va dire, c'est la règle pour les sciences molles qui ne sont pas soumis à la méthode de Descartes. Tout ce qui sort, par exemple, d'une analyse sociologique, d'une critique de l'art, est soumis au doute. Il n'y a pas de véracité, il n'y a que le niveau de pertinence et de logique, on va dire, qui sera référent. Enfin bref. Donc, me vient alors cette idée de mettre sur papier toute cette analyse sur le travail de Antoine Daniel, accompli dans Clyde Vanilla, en me disant qu'il serait intéressant de tester la solidité de ma thèse sur le bide relatif de Clyde Vanilla en l'exposant à la vue de tous, me permettant par là même de toucher un public beaucoup plus large et d'accroître mon audience avant de rentrer dans des analyses de sujets de niche, disons moins triviales et me tenant beaucoup plus à cœur. Ni une ni deux, me voilà donc en train de monter cette vidéo, assurément polémique, en m'assurant donc un potentiel de débat énorme dans les commentaires, en plus de me garantir une croissance logarithmique de ma chaîne YouTube. Voilà donc, pour résumer, comment s'organiser ma réflexion dans cette vidéo. Passer l'introduction pour remercier mes 300 premiers abonnés et pour clarifier au maximum mes intentions, me voilà donc parti sur une digression ludique concernant le mécanisme physiologique du rire, donc vulgarisé par Werber et la dichotomie qu'il existe entre les aires corticales associatives de l'hémisphère droit et gauche, que j'ai détaillé d'ailleurs très longuement dans ma conversation épinglée avec Bob Harkwing, pour mes viewers les plus assidus sur le sujet possédant un bagage scientifique plus important. Suivi par mon analyse conceptuelle de Clyde Vanilla avec une petite analyse de population réalisée à partir d'un échantillonnage de commentaires pour enfin émettre une hypothèse sur ce qui a conduit Antoine Daniel à abandonner l'humour absurde pur pour la narration et la scénarisation, suivi de quelques suggestions pour le futur contenu de Antoine Daniel pour sortir de la critique pure, tout en rappelant tout du long que tout était bien sûr question de contraste et de référentiel concernant Clyde Vanilla, qui est, selon le point de vue, un verre à moitié vide ou à moitié plein. Donc, entre parenthèses, je me faisais donc le porte-parole de ceux voyant Clyde Vanilla comme un verre à moitié vide, et c'est pourquoi j'invitais mes viewers, en désaccord avec ma vision des choses, à m'exposer, à me faire comprendre, à moi et à ceux partageant ma vision des choses concernant Clyde Vanilla, pourquoi cette série audio était de leur point de vue un verre à moitié plein. Donc, les premiers temps après l'upload de cette vidéo étaient relativement calmes. En effet, la vidéo avait pris un rythme de 100-200 vues par jour, ce qui à mon échelle était tout à fait satisfaisant, et ma petite communauté était unanimement aux anges. Mon ratio était parfait, et chaque jour, une petite dizaine de nouveaux abonnés rejoignaient le bord de celle-ci, quand tout d'un coup, un vent gris et mauvais est venu souffler dans mes voiles avec une force qui à mon échelle m'a paru énorme. Je reviendrai d'ailleurs sur l'incidence de ce vent mauvais qui est extrêmement ironique. Donc, pour aborder les commentaires de cette vidéo, oui, mais
il fallait bien que je recontextualise si on veut être dans l'optique de comprendre un minimum. Je sais bien que vous avez cliqué pour votre petite dose de dopamine, donc ça arrive, vous inquiétez pas. Donc, pour analyser ces commentaires, nous allons commencer par les désobligeants. Donc je vais aller crescendo pour aller du rageux fanboy en passant par le troll sarcastique vers le philistin à la rhétorique relativement travaillée. Alors je parlerai également des commentaires de détracteurs construits qui à ma grande joie inondent également ma section commentaires. Pour finir sur le Graal, les commentaires argumentés et construits émanant de gens jouant le jeu, ayant compris qu'il valait mieux expliquer pourquoi ils avaient raison et non pourquoi j'avais tort, ayant compris qu'il n'est jamais nécessaire d'adhérer de façon dogmatique à un argumentaire ou à un concept pour l'apprécier. Alors juste avant, je vais commencer par adresser un argument cette fois-ci légitime sur la forme que l'on m'a souvent fait. Effectivement, mon mixage audio a complètement foiré, pour une raison que j'ignore. Alors il faut aussi dire que mon PC est très vieux. Alors vous vous souvenez de ce machin bleu au milieu des vieux PC portables? Eh bien je fais partie du club très fermé des possesseurs de machins bleus. Alors j'ai changé pas mal de trucs dessus, processeur RAM, mais comme tout le reste est incrusté dans la carte mère, carte son compris, eh ben là on peut pas faire grand chose. Et je peux vous dire que ma carte son commence à en avoir sérieusement plein le cul des mixages. Je commence à me parler poliment. Alors c'est aussi pour cela qu'à l'heure actuelle je tourne sur Windows Movie Maker et Paint. Il faut dire qu'à chaque fois que je lance Sony Vegas, mon PC se transforme en poumon et le pauvre devient plus chaud qu'un bordel thaïlandais. Donc pour revenir à ce problème de mixage, ce n'est pas tant un problème de quantité de bruitage, mais de volume. Et oui, imaginez dans un film deux protagonistes parlant dans les bois. Viens, petit créateur. Mais bordel YouTube, qu'est-ce que vous branlez avec les notifications? Pourquoi mes abonnés ne les reçoivent plus? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le watch time est un cercle plat et vous y tous inclus. Mais bordel! Eh bien, je peux vous dire que si la piste bruitage vient déborder sur la piste des dialogues, le spectateur va alors devoir faire un effort supplémentaire pour se concentrer sur la voix des protagonistes. Et le tout deviendra très vite insupportable. Viens, petit créateur. Mais bordel YouTube, qu'est-ce que vous branlez avec les notifications? Pourquoi mes abonnés ne les reçoivent plus? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le watch time est un cercle plat et vous y tous inclus. Mais bordel! Alors après, pour ceux voulant me faire passer à un format purement oral et simpliste, je peux comprendre la logique et la pertinence de vos propos, mais ces petites animations font partie du concept de base de ma chaîne, et depuis le début. Et je ne compte pas pour l'instant les remettre en cause. Alors, mais j'entends ce que vous me dites, surtout que je compte créer deux autres formats plus simples, l'un nommé, ou sera certainement nommé, le malaise sans fin, et l'autre, joute épistolaire. En plus donc des critiques-analyses qui resteront mes vidéos principales, puisque il semble que ce format plaise. Alors, pour l'instant je vais le garder, je vais pas changer une équipe qui gagne. Donc, ces fameux commentaires désobligeants. Comme dit précédemment, nous allons y aller crescendo. Donc, pour commencer, nous avons ce que j'appelle la team fécale, rapport au champ lexical utilisé et à la richesse de l'argumentation. Alors, il n'est pas dans mes habitudes de tirer sur les ambulances, donc j'ai relativement épargné ce genre de commentaires. J'ai d'ailleurs un instant pensé à ajouter un commentaire prière de ne pas tirer sur l'ambulance, en dessous de chacun d'eux, car sachant qu'il s'agissait d'un public assez jeune, et comme on dit, que jeunesse se fasse. Alors, après je me suis souvenu que j'étais pas Jésus et que mon niveau d'empathie était extrêmement bas, donc je me suis abstenu. Mais j'y ai pensé. De plus, ces commentaires m'ont fait tout particulièrement rire, en particulier celui-ci pour son langage extrêmement imagé à la limite de l'allégorie. C'est pas un bide, FDP ça touche un public différent, gros FDP, Antoine Daniel c'est le king, toi t'es une flaque de pisse dans une décharge sénégalaise, flaque de pisse. Sans oublier le magnifique, le fameux... Tu crois que la vie du mec qui s'appelle Monsieur l'urinoir ça compte? Donc, deuxième catégorie. Nous montons là d'un cran. Il s'agit de ce que j'appelle les Jean-Jacques sarcasmes, dont la pensée et le message peuvent être résumés en une seule image, comme j'ai pu le relayer sur mon Twitter. D'ailleurs, cette petite analyse semble être relativement pertinente, vu l'approbation qu'a suscité celle-ci. Par rapport à mon nombre d'abonnés, forcément, faut remettre les choses dans leur contexte, comme je rappelle, c'est une question de référentiel, de contraste et de contexte. Donc, en gros, pour résumer ces commentaires, ceux-ci sont ici pour me signaler à moi et au lecteur que mes thèses exposées dans ma vidéo ne méritaient même pas d'y accorder du temps, donc car absconce, c'est une technique de com ultra répandue pour d'emblée décrédibiliser un adversaire et ses arguments, donc son argumentaire, sans même avoir à les adresser. Plusieurs approches sont possibles. Donc on a par exemple les Michel Syntax. D'ailleurs je suis assez content de voir que sur une vidéo de 25 minutes, qui à la base en faisait 50 avant les cuts, ces Michel Syntax n'ont eu que très peu d'angles d'attaque, d'où cette rémanence de commentaires comme ceci. Nous avons également donc les vrais Jean-Jacques Sarcasme, ceux, alors oui,
Alors oui, à chaque fois que l'on construit une réflexion basée sur le concept et la logique, on a toujours le droit à ces flancs intellectuels incapables de maintenir leur concentration plus de 2 minutes, car n'ayant jamais lu un livre de leur vie, targuant donc votre travail et votre réflexion, vos thèses de branlettes intellectuelles. Alors oui, si se poser des questions et essayer de faire des liens de causalité entre des éléments qui en apparence n'en ont pas pour expliquer un phénomène relevant de la sociologie est considéré comme étant de la branlette intellectuelle, alors oui, je l'affirme fièrement, cette vidéo était une bonne branlette intellectuelle. Donc sociologie étant une science molle, donc non inscrite dans un aspect véridique ou faux, hein. C'est comme je dis, ce n'est pas une science qui est soumise à la méthodologie de Descartes. Donc quand vous créez, entre guillemets, une thèse de science molle, par exemple en sociologie, il faut partir du postulat que celle-ci ne pourra jamais être véridique à 100%. Elle sera, en gros, ce qui va lui donner sa légitimité, c'est son niveau de pertinence et de logique. Ce niveau de pertinence et de logique va pouvoir être jaugé, on va dire, par rapport au consensus que votre thèse va former. Et donc plus ce consensus sera solide et va durer dans le temps, plus votre thèse était donc solide. Mais il faut admettre que un jour, sur le même sujet, quelqu'un avec une vision des choses plus logique et plus pertinente que la vôtre pourra venir renverser votre thèse et faire consensus sur votre dos. C'est, on va dire, c'est la logique des sciences molles. Elles ne sont pas inscrites dans un aspect, comment dire, pas comme une science dure, comme la physique, les mathématiques et la biologie, hein. Donc je reviendrai sur ce point certainement dans une autre vidéo et un peu plus loin dans celle-ci. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a les sciences dures soumises à la méthode de Descartes et les sciences molles inscrites dans le doute. Votre thèse va être jugée sur son niveau de logique et de pertinence, mais pas sur son niveau de véracité. Ça sera l'objet d'une vidéo, parce que le nombre de gens que je croise ne faisant pas la distinction entre les règles s'appliquant aux sciences dures et sciences molles et appliquant les règles des sciences dures aux sciences molles et inversement, ça a une tendance à me casser les burnes, une source de sophisme énorme, ça m'énerve. Enfin bref, je reviendrai là-dessus après. Alors, troisième catégorie, donc c'est d'ailleurs à partir de cette catégorie que j'ai commencé à répondre. Donc il s'agit encore de commentaires assez courts, mais relativement plus construits, avec, donc comme pour la catégorie 2, donc une volonté de décrédibiliser vos thèses et de blesser, mais généralement ceux-ci sont un peu plus travaillés. Donc on retrouve cette fameuse technique de com décrite dans la deuxième catégorie, par exemple « je suis trop vieux pour ces conneries » ou un autre argument d'autorité bidon, suivi d'une attaque pour essayer de décrédibiliser ma position en sortant un seul argument de son contexte, hein. Donc pour me le renvoyer à la gueule d'une manière plus ou moins efficace, et encore une fois pour me signifier que mon analyse n'était donc même pas digne qu'ils s'y attardent en me proposant leurs contre-arguments, hein, ce qui est encore un cache-misère intellectuel. D'ailleurs c'est pour ça que j'adore mettre mon gros nez dans ce genre de commentaires, parce que très vite on se rend compte que, que c'est creux quoi, que ça casse comme du verre blanc. Donc et là vous allez me dire mais c'est quoi finalement la grosse différence entre cette catégorie là et la deuxième? Vous allez comprendre. Donc la grosse différence c'est que cette fois-ci on y ajoute un nouvel élément qui est très intéressant, qui est l'élément pondérant artificiel, hein. Donc en quelque sorte pour signifier aux lecteurs qu'ils n'ont pas de parti pris et que leur vision est donc totalement impartiale et donc ancrée, comment dire, ancrée dans le réel, ancrée dans la pertinence. De toute façon on peut dire ça comme ça, je pense que je me suis fait comprendre, c'est le principal. Alors bien sûr, on peut avoir recours à un élément pondérant, mais pour prouver que celui n'est pas artificiel, il faut développer celui-ci. Vous ne pouvez pas juste le balancer comme ça, sinon c'est cousu de fil blanc, quoi. Ça se voit que c'est juste un élément artificiel. Alors, comme je l'ai déjà dit, j'aime bien mettre mon gros nez dans ce genre de construction car je sais que l'immense majorité du temps, celles-ci sont totalement creuses. J'ai donc plusieurs fois essayé d'engager avec ce genre de commentaires, notamment celui-ci qui fut extrêmement révélateur. Alors merdique ta vidéo, je suis pas un fanboy au contraire, donc voilà, élément de pondération artificielle, mais ta définition du rire est merdiquement fausse. Ok, très bien, mais il va falloir me démontrer qu'elle est merdiquement fausse, et c'est un étudiant en médecine qui te le dit. Tiens, intéressant. Parce que moi, tu vois, donc maintenant qu'il y a, disons, plus de 5 ans de cursus universitaire, alors effectivement, je n'ai pas été en médecine, j'étais en biologie. Mais il y a un truc qui est drôle avec la biologie, surtout pour ceux qui le savent, c'est que, en gros, c'est une filière où les gens qui ont échoué en L1 de médecine viennent s'échouer particulièrement au semestre 2. Tu les vois arriver avec leur gueule déconfite. Là, ça me rappelle des souvenirs, putain. Donc, même si j'ai pas été directement en médecine, c'est on va dire, je connais très très bien, parce que j'ai énormément d'amis qui ont fini en biologie comme moi, qui venaient de médecine, mais comment dire, c'est un univers que je connais très bien. Alors, on peut pas dire que je sois un biologiste, je suis qu'en master, donc c'est pas non plus, je suis pas doctorant, mais je m'y connais un peu quand même. Donc, je vois ça, moi j'ai qu'une envie, c'est de voir si s'il y a quelque chose derrière, ou alors si t'es une putain de fraude. Donc, déjà, pour savoir si t'es réellement étudiant en médecine, je t'ai qualifié de carré. Alors, pour ceux qui savent pas, un carré, c'est quelqu'un qui a retapé sa
sa L1, donc sa L1 de PACES, qui a retapé son PACES. C'est-à-dire quand ta première année, t'es un bisu, et ta deuxième année en première année, si tu retapes, t'es un carré. Donc déjà, je voulais voir si tu relevais l'affront et si tu captais, en gros, que je te traitais de gros naze, tu vois, pour voir si j'ai vraiment affaire à quelqu'un qui est étudiant en médecine. Donc effectivement, la vulgarisation de Werber est ultra simpliste, mais c'est pour ça que je l'ai utilisée, c'est parce que elle te permet de comprendre globalement le bordel, donc avec des explications plus allégoriques et philosophiques que scientifiques, mais basiquement c'est ça quoi. Mais donc du coup, bah, je t'ai filé absolument tous les éléments pour que tu me décrives précisément le mécanisme du rire, et tout, je t'ai absolument tout mis. Je t'ai mis tous les points, t'avais juste à les relier. En plus, je te parle de rire prodromique, c'est la base, c'est-à-dire que pour découvrir comment fonctionne le cerveau, bon excusez-moi, c'est mon côté Picard qui reprend le dessus, en fait pour découvrir à quoi sert quelque chose dans le cerveau, il faut étudier ceux qui ont ce quelque chose d'abîmé ou de cassé, tu vois. Par exemple, comment on s'est aperçu que le cortex préfrontal jouait un rôle ultra important dans le rire, parce qu'on s'est aperçu que les patients, donc qui souffraient d'un rire prodromique, donc c'est-à-dire un rire pathologique, c'est-à-dire le mec, c'est comme dans un asile de fous, les mecs qui se marrent en permanence, et pour rien, le mec, tu lui files une cuillère, il va se marrer, tu vois. Bah, donc c'est la base quand t'apprends le mécanisme du rire, parce qu'on l'a découvert, on a commencé à s'y intéresser, parce qu'on s'est aperçu que les gens souffrant d'un rire prodromique, eh ben, ils avaient systématiquement le cortex préfrontal droit abîmé, soit il y avait une tumeur, soit il y a eu un traumatisme, enfin, donc c'est la base. Donc, si tu ne sais pas ce qu'est le rire prodromique, je sais déjà que t'es un putain de guignol, parce que c'est la base, c'est le premier truc, tu vois, tu commences par là, parce que c'est ce qui a permis d'identifier petit à petit après comment ça marchait. Et là, donc j'attendais ta réponse, non je ne le savais pas, t'es heureux le youtubeur, donc déjà c'est bien ce que je pensais, t'es un putain de guignol. Ensuite tu me dis, on verra dans 10 ans qui aura réussi, donc tu dis 10 ans, donc tu admets que tu es en L1, tu ne relèves pas non plus ma petite pique quand je te traite de carré, donc ça veut dire que soit tu n'es pas étudiant de médecine, parce que visiblement tu ne sais même pas ce qu'est un putain de carré, soit donc tu admets, puisque tu n'as pas relevé l'affront, que tu es un carré. Donc honnêtement, je vais te le dire honnêtement, parce que j'ai connu énormément de gens donc qui étaient carrés, hein, qui ont retapé leur première année de PACES. Honnêtement, de tous les carrés que j'ai connus, j'en ai connu qu'un seul qui a réussi à finir à peu près son cursus, et ceux qui s'extraient de la nullité à la médiocrité, généralement, on va dire pour les spécialités, parce qu'à un moment, tu dois choisir ta spécialité quand t'es en médecine, donc toutes les spécialités badass, bah, forcément c'est pris parce qu'il y a une sélection aussi, donc tout genre cardio, neuro, l'ophtal, enfin bref, tous les trucs badass, tu vois, c'est convoité par... il y a une sélection, et c'est que les meilleurs qui accèdent. Donc soit tu ne finiras pas ton cursus, qui est très probable, ou alors soit, si comme je t'ai dit, tu arrives à t'extraire de ta nullité vers la médiocrité, tu vas finir spécialisé en podo ou en procto, d'accord? C'est les deux spécialités où il n'y a pas vraiment de sélection. Bon, après t'as peut-être un fétiche, je sais pas, peut-être que ça te plaît d'être en podo ou en procto, mais généralement ceux qui finissent là, c'est que finalement bah, c'est ceux qui ont réussi à passer, mais qui étaient dans le fond de la liste et qui n'ont pas pu choisir leur spécialité. Donc écoute, si tu penses qu'en étant carré tu peux réussir ton cursus de médecine, on peut toujours rêver, hein, mais moi comme je te l'ai dit, j'ai connu beaucoup de gens en médecine carré. Alors une grande partie se sont réorientés en biologie, une autre partie ont abandonné parce qu'ils se sont ramassés la gueule, et j'en ai connu un seul hein, qui allait à peu près jusqu'au bout, et comme je te dis, il a fini en podo parce que toutes les autres spécialités étaient prises. Alors après, son explication est merdiquement fausse. Oui, bien sûr, merdiquement fausse. Ça aussi, ça m'a beaucoup fait rire, ceux qui ont remis en cause la vulgarisation de Weber, hein, parce que effectivement j'ai aussi détaillé très longuement, d'ailleurs ma conversation avec Bob Harkwing justement était là pour, on va dire, justement pour ceux qui remettaient en cause la vulgarisation de Werber. Je me dis bon bah c'est que vous devez vous y connaître pour vous permettre d'ouvrir votre gueule. Voilà, là tu vois, là je rentre dans le dur, je rentre dans les détails là. C'est drôle, alors que cette conversation est épinglée depuis le début de cette vidéo. Il n'y en a pas un qui est venu me dire que j'avais tort, hein. C'est quand même assez comique quoi. Les mecs qui se prennent pour à des dingues, mais dès qu'on commence à rentrer un petit peu dans le vif du sujet, mec il s'évapore. Pourtant tous les mecs qui m'ont sorti des trucs comme ça, je les ai rabattus vers cette conversation. Disparu. Alors, exprimer merdiquement faux, c'est plusieurs types de... Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais la finalité sur le cerveau, c'est la même. Hein. Tous les rires qui ne sont pas des rires artificiels, donc incontrôlés, le fin mot de l'histoire, c'est toujours le cortex préfrontal droit qui lève l'inhibition. Alors oui, effectivement, il y a plusieurs types d'humour. Hein. L'humour de situation, enfin bref, c'est drôle, parce que j'avais détaillé ça avec quelqu'un d'autre dans les commentaires. Donc non seulement tu ne me donnes pas ta propre explication, alors que je t'ai filé tous les éléments, hein, encore une fois. Hein. Tous les éléments, ils sont là.
là. Et donc tu me dis que Werber c'est de la merde, et tu me renvoies à une putain de vulgarisation du journal Le Monde. Le journal Le Monde, quoi. Tu dégages Werber en me disant que c'est de la merde et tu me renvoies Le Monde. Génial, t'es magnifique même. Enfin bref, hein, c'est toujours une très grande jouissance de mettre son nez dans ce genre de construction, parce que ces gens-là ne s'attendent pas à ce que vous leur répondiez. Ils pensent que, par exemple, en balançant leurs petits arguments d'autorité de merde, genre je suis étudiant en médecine, moi c'est génial. Et moi j'ai 5 ans de biologie, mais je lui crie pas sur les toits parce que c'est un peu ridicule, quoi. J'ai envie que les gens, quand je leur balance un truc scientifique, une vulgarisation, tu vois, j'ai pas envie qu'ils se disent il faut jamais adhérer de façon dogmatique à ce que quelqu'un te dit. Tu vas sur Google, tu vérifies. D'ailleurs, 5 minutes de recherche sur Google, bah t'aurais vu que ce que je dis c'est vrai. Enfin bref, il y en a eu pas mal d'énergumènes de ce genre-là. Je me suis bien amusé à vous mettre des grosses claques rhétoriques dans la tronche, quoi, parce que à mon avis, vous devez pas avoir l'habitude que des gens prennent la peine de vous répondre. Et c'est toujours extrêmement drôle de voir des gens complètement échec et mat, mais continuer de bouger leurs pièces après pour sauver les apparences. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup fait rire. Alors, 4e catégorie, et là on rentre dans le philistin professionnel à la rhétorique travaillée. Alors, comment se construit un commentaire, ou plutôt un argumentaire de philistin? Enfin, je dis argumentaire, mais c'est un peu paradoxal, parce que justement, dans un commentaire de philistin, par définition, il n'y a que de la rhétorique creuse, il n'y a aucun argument. Alors, je vais donner une petite grille de lecture pour que vous aussi, vous puissiez partir à la chasse aux philistins, qui est une activité extrêmement ludique. Donc, en vagabondant, par exemple, dans la section commentaires de ma vidéo précédente, vous remarquerez un très grand nombre de commentaires articulés comme ceci. On commence toujours par un procès d'intention avec une projection, donc le procès d'intention est par définition une projection. Donc procès d'intention par exemple en essayant d'expliquer que je suis dans une logique malsaine, en essayant quelque part de vous tromper, de vous convaincre et d'imposer mon point de vue à tout prix en utilisant des arguments d'autorité, c'est ridicule, surtout sur un sujet aussi trivial qui, comme je l'avais déjà dit, pour moi le but principal de cette vidéo c'était pour me servir de râteau, tu vois, pour ratisser un peu, pour me faire une audience avant de partir sur des sujets beaucoup moins triviaux qui me tiennent beaucoup plus à cœur. Alors, on m'a aussi dit que j'infantilisais mes soi-disant adversaires. Hein, alors, non, j'ai fait une étude de population et je me suis concentré sur le plus gros bout, c'est-à-dire les jeunes. Ça veut pas dire que dans cette population, il n'y ait aucun adulte ayant apprécié Clyde Vanilla pour d'excellentes raisons. D'ailleurs, il y en a qui ont compris ce que je leur demandais, qui ont compris que je voulais avoir accès à leur vision des choses. Je voulais qu'ils m'expliquent, parce que moi, de mon point de vue, Clyde Vanilla était un verre à moitié vide, je voulais qu'ils m'expliquent pourquoi Clyde Vanilla était selon eux un verre à moitié plein, et il y en a qui ont compris, et enfin je mettrai après leurs commentaires pour que vous puissiez les lire. Enfin bref, donc en infantilisant mes soi-disant adversaires, hein, l'histoire du public jeune de Clyde Vanilla, hein, donc encore beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est qu'une analyse de population, ou alors en faisant croire, en avançant qu'il s'agit d'un caprice venant d'un fan voulant imposer à un créateur sa volonté égoïste. Ouais, donc surtout après avoir passé mon temps à souligner que le retour au What the Cut n'était pas nécessaire, hein, ça c'est... J'adore cet argument. Suivi généralement, enfin c'est même pas un argument, c'est un procès d'intention, suivi généralement d'un élément pondérant artificiel, hein, donc ça on le retrouve, hein, du genre je n'ai pas spécialement aimé Clyde Vanilla, donc ne vous inquiétez pas, je donnerai des exemples, donc je vais donner des exemples à l'écran pour démontrer ce que je dis, hein, parce que je déclame pas des trucs comme ça, hein, quand je dis quelque chose, je le démontre. Fermez la parenthèse pour finalement enchaîner, le plus souvent, sur un magnifique psychologisme à mon égard. Je ne sais pas qui tu es, ni ce qui a pu t'arriver dans la vie, et à vrai dire, ça ne me regarde pas, mais aujourd'hui, je te le dis, tu as un problème d'ego. Ce n'est pas grave, tu as le pouvoir d'agir positivement là-dessus. Et même si je ne te connais pas, je vais quand même partir du principe que ce n'est pas de ta faute, sans doute as-tu, comme beaucoup d'entre nous, été l'enfant seul. Toxmo Puccino. J'espère sincèrement que tu accepteras que certaines personnes, dans le magma chaotique de l'existence, peuvent aléatoirement y voir plus clair que toi sur un sujet, y compris quand il s'agit de toi-même. Mais j'espère surtout que ce texte mieux écrit que le tien, bon, là j'avoue je troll, te fera ouvrir les yeux sur la relation maître-esclave que tu entretiens avec toi-même et le reste du monde.
sur un magnifique psychologisme à mon égard conclu par une insulte. Alors là, il faut savoir que le psychologisme, hein, c'est le niveau, comment dire, 0 de l'argumentation. Vous voyez quelqu'un qui utilise des psychologismes, et barrez-vous en courant, ça n'a aucun intérêt, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Ça m'a fait, comment dire, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de réactions de, comment dire, de jeunes un peu émotionnalisés, ça c'est aucun souci là-dessus, je peux tout à fait le comprendre, mais j'ai été extrêmement surpris du nombre de Philistins que je me suis mangé dans la tronche, quoi. C'est assez, je veux dire, je me suis je me suis aperçu finalement que l'audience de Antoine Daniel était plus véhémente que celle du Raptor. Ça, c'était assez drôle, très très drôle. Donc l'ordre, comme je disais, donc fermez la parenthèse, l'ordre n'est pas toujours respecté, mais le tiercé, procès d'intention, psychologisme, pondération est quasiment toujours au rendez-vous. Donc il y a aussi quelque chose qui m'a fait beaucoup rire, c'est que contrairement à beaucoup de vidéastes, je lis absolument tous les commentaires. J'aime beaucoup, enfin je vais mettre mon nez là où l'opposition est la plus grande. D'ailleurs, dans une vidéo polémique, il y a toujours donc ce thread, on va dire cette suite de commentaires donc qui sert de fer de lance à l'opposition, ce qui est entre guillemets dire un nid de serpent pour le créateur, parce que c'est là qu'on est censé avoir les contre-arguments les plus solides, et généralement ce thread reste on va dire entre convaincus, hein, il n'y a pas vraiment de débat, mais comment dire, à combattre sans risque il n'y a pas de gloire. Ça c'est un truc qui est, c'est une maxime qui est vraie même donc pour le débat dans les commentaires YouTube. Donc j'ai mis mon gros nez dans ce foyer dans cette conversation, hein, parce qu'il y avait une pléthore de procès d'intention, d'arguments fallacieux, de l'inversion accusatoire à tous les niveaux. Donc, j'ai pris mon temps pour mettre mon nez dedans, et je vous ai répondu. Des pavés monstrueux, où j'ai repris un par un tous vos arguments, pour y poser mes contre-arguments. Donc finalement, on se retrouve avec des gens qui ont détesté, qui ont haï ma vidéo, mais d'habitude, dans ce genre de vidéo, il y a toujours, ils se réconfortent dans les commentaires. Seulement, dans les commentaires de celle-ci, dans tous les gros foyers d'opposition, j'y ai mis mon nez. Honnêtement, j'y suis allé fort. Hein. Si on devait cumuler tous mes commentaires de cette section commentaires, on arriverait à 30 ou 40 pages. Et ça les a rendus complètement dingues. Au point même de me reprocher de mettre les j'aime, avec un petit cœur, sur les commentaires de ceux qui étaient solidaires. C'est-à-dire que les mecs, ils m'ont reproché de ne pas mettre des cœurs sur les commentaires de mes détracteurs. Ils n'ont même pas compris la différence entre, on va dire, curiosité et débat intéressant et solidarité. Un détracteur, même s'il a des choses extrêmement intéressantes à raconter, il n'est pas dans une logique de solidarité, il est dans une logique d'attaque. Alors, même si c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans une section commentaires, pourquoi est-ce que je leur mettrais un j'aime ? Il faut dire aussi que je me mets à leur place. Donc, ils tombent sur une vidéo qu'ils ont détestée. Ils veulent se réconforter dans la section commentaires, et là, qu'est-ce qu'ils voient ? Une vague de commentaires j'aime, et tous les gros détracteurs se prennent des grosses claques rhétoriques énormes. Donc je peux comprendre que ça leur est un peu paru insupportable. D'ailleurs, j'invite, on va dire, donc le thread qui a servi de fer de lance, c'était le thread de Mélodie Le Seuil. Alors, dans ce thread-là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a eu une digression sur, on va dire, est-ce que l'individu et l'artiste sont deux entités différentes ? Il y a eu une digression assez intéressante dans cette conversation. Donc, mais je vous encourage donc à vous balader dans cette section commentaires, et notamment à lire ce thread. Donc pour finir avec mes détracteurs, le problème c'est que la plupart d'entre eux étaient incapables de se détacher de leurs émotions, ne comprenant pas qu'il n'est jamais nécessaire d'être d'accord avec quelque chose pour la considérer, ne comprenant pas que je ne veux pas que l'on m'explique pourquoi j'ai tort, mais pourquoi eux, ils ont raison. Bloqués dans cette logique du t'as tort, c'est même pas vrai, tu mens, suivi de insérer le procès d'intention, donc en projetant à la vue de tous leur vision du monde, toujours prise dans ce prisme manichéen et binaire du vrai-faux, mensonge-vérité, gentil méchant. Et je dois avouer quand même que j'ai trouvé ça assez répugnant. C'était intéressant, certes, surtout on va dire pour tester la solidité de l'enveloppe rhétorique de mes différents arguments, pour voir où sont les failles pouvant entraîner la création de sophismes. Mais tout de même, c'était assez répugnant, surtout pour quelqu'un comme moi qui est, on va dire, dans une logique de compréhension et de débat d'idées. Devoir jouter et perdre mon temps avec des philistins pour uniquement, au final, avoir la satisfaction de me dire que j'ai amélioré ma rhétorique, dans le fond, c'est
c'est du temps perdu, quoi, qui aurait dû être employé avec des gens dans la même optique que moi, hein. D'ailleurs, je tiens aussi, hein, encore une fois, à souligner qu'il y a également des détracteurs éclairés. Mais j'aurais bien voulu, hein, comme dans la vidéo sur le Raptor, qu'il y ait plus de penseurs et moins de philistins. Donc, pour résumer, il y avait donc une volonté extrêmement prononcée dans ces commentaires pour mettre à bas mes thèses concernant le bide relatif de Clyde Vanilla. Et effectivement, tout le socle de mon raisonnement était sous votre nez. Démontrez-moi que l'humour absurde et la narration sont compatibles et non antagonistes. Démontrez-moi que la présence d'une trame n'est pas handicapant pour les rêveries absurdes d'Antoine Daniel, et vous faites tomber tout mon raisonnement, en détruisant sa base. Certains d'ailleurs ont compris où était la clé de voûte, comme Fractal, et m'ont même parfois fait douter. Et c'est pour ça que c'est quand même assez paradoxal. On va dire, si vous aviez laissé de côté 2 secondes votre véhémence à mon égard, votre haine complètement débile, vous auriez peut-être choisi un peu mieux vos fers de lance dans les commentaires. Je peux vous dire que si vous aviez choisi un détracteur, donc mettant le doigt sur ce que j'ai dit là, j'aurais eu beaucoup plus de mal. J'aurais eu beaucoup plus de mal à les retourner. Donc encore une fois, donc certains ont très bien compris et se sont attardés à me démontrer en développant leurs propres arguments, et non en me disant tes arguments gna gna gna, et leur propre vision des choses. Donc ils se sont attardés à me démontrer que les deux n'étaient pas forcément antagonistes. Seulement, ces gens n'avaient strictement aucune véhémence dans leurs propos, et au lieu de me dire que j'avais tort, ils m'ont expliqué pourquoi selon eux ils avaient raison. Donc au lieu de faire de ces gens vos fers de lance pour essayer de renverser ma thèse en cassant son socle, vous vous êtes concentré sur ceux m'attaquant de façon frontale, ceux utilisant des procès d'intention, des psychologismes, enfin bref des philistins. Vous avez fait les buteurs, et comme je n'ai pas peur de me retrousser les manches, j'ai démonté tout ce qui peut compromettre de façon fallacieuse l'intégrité de mes thèses et de mes créations. D'ailleurs, concernant ces détracteurs éclairés, beaucoup m'ont sorti Monty Python et les films du duo là, avec Simon Pegg et Nick Frost. D'ailleurs c'est assez drôle. J'avais d'ailleurs en tête ces deux-là et les films genre Hot Fuzz lorsque j'ai pondu cette analyse, ce qui me faisait déjà poser pas mal de questions concernant son éventuelle validité. Donc j'ai été assez content finalement de voir que qu'il y avait aussi des détracteurs avec un cerveau en état de marche. D'ailleurs c'est pour ça que ces détracteurs, je leur ai mis justement un like, parce que c'était extrêmement injuste de voir les vrais détracteurs, on va dire, me mettant un peu à mal, complètement ignorés et oblitérés, ne récoltant même pas ne serait-ce qu'un malheureux pouce bleu, quoi. Donc c'était, c'est toujours dans les commentaires, c'est assez injuste, on va dire, de voir que les tronches, bien souvent, passent à la trappe, quoi. Alors donc, concernant ceux qui me reprochent de démonter l'argumentation, soi-disant pour que ma vision soit la seule et l'unique. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec mon analyse, soit, aucun problème. Mais ne venez pas me reprocher de la défendre et de bien le faire. Parce que oui, c'est ça ce que vous m'avez reproché, de ne pas me laisser faire, de défendre ma création et d'apporter des renforts rhétoriques à certains de mes arguments que j'avais maladroitement habillés dans ma vidéo. Beaucoup d'entre vous, comme je l'ai déjà expliqué, de plus m'ont attaqué sur de très mauvais angles, sur des arguments à visée ludique ou démonstratif, alors que tout le socle de mon raisonnement, qui lui était pourtant résumé par un schéma à 8 minutes 35, et qui lui ne repose que sur du concept et de la logique, était sous votre nez. Démontrez-moi que l'humour absurde et la narration sont compatibles et non antagonistes, démontrez-moi que la présence d'une trame n'est pas handicapant pour les rêveries absurdes d'Antoine Daniel, et vous faites tomber tout mon raisonnement. Voilà, donc maintenant pour revenir, on va dire, aux conversations extrêmement intéressantes que j'ai eues avec certains, que ça soit des détracteurs ou des soutiens, ou des... on va dire, pour référencer toutes les conversations intéressantes et les commentaires intéressants, voici donc à l'écran, vous allez voir, hein, donc un petit récapitulatif, et je vous invite très fortement, donc dans ma précédente vidéo, à sillonner la section commentaires, à garder en tête donc tous les pseudos et les avatars de tous ces, on va dire, de tous ces commentateurs que je viens de vous présenter. Alors, avant de finir, un petit PS, un petit post-scriptum, hein, pour finalement vous expliquer, en répondant à une injonction complètement débile de l'un de mes détracteurs, pourquoi la joute épistolaire est, de mon point de vue, si intéressante d'un point de vue intellectuel. Alors là, qu'on soit clair, je parle de joute épistolaire avec des gens un minimum d'éther, capables de forger des arguments. Je ne parle pas de claques rhétoriques que j'inflige donc sans aucune vergogne aux Philistins et autres FDP pour éclater leur rhétorique minable, hein. Donc ça... La claque rhétorique, c'est de la pure malice, c'est de la pure gourmandise. L'ego et l'orgueil n'ont rien à voir là-dedans. Bon allez, je vous balance la conclusion. Donc, je vous cite la dite
petite injonction. Ton propos visant à faire mousser son propre ego pour avoir établi une théorie plus solide, donc supérieure, ou à écraser l'adversaire qui en aurait eu moins bonne est à bannir. Dans ce cas, pourquoi t'es-tu senti en premier lieu obligé de me répondre dans ma section commentaire pour me dire que mes arguments étaient abscons en m'exposant tes contre-arguments tout en me traitant de lâche par la même occasion? Tu craches sur le schéma de pensée qui t'a pourtant permis de me répondre. Tu veux même le bannir. C'est paradoxal. Là, on est dans le registre du déni total ou de l'hypocrisie. Alors oui, je suis d'accord avec toi, une fois que l'orgueil et l'ego retombent, on se dit que la logique qui nous animait était futile. Mais en attendant, c'est cette logique qui t'a permis de me poser par écrit tes arguments qui autrement seraient restés en gestation dans ton citron. Pourquoi avoir honte de reconnaître avoir été dans ce schéma de pensée à un instant T? Tu sais, on est tous humains, hein. On a tous un bulbe fonctionnant entre autres à la sérotonine. Dire que l'orgueil et l'ego n'ont aucune emprise sur soi ou sa pensée, c'est un peu comme dire que l'on fait partie de ces gens n'ayant pas besoin d'aller chier pour vivre. C'est d'une connerie et d'une hypocrisie totale. Alors oui, effectivement, fais-toi bouffer par l'orgueil et te voilà vaniteux à vie. Fais-toi bouffer par l'ego et te voilà narcissique à vie. Mais c'est justement chez les individus dans le déni total, incapables de reconnaître le rôle de l'ego et de l'orgueil dans leur façon d'être, d'agir et de penser, que l'une de ces deux choses finit fatalement par arriver. Et je peux te dire que un individu, une fois sa raison bouffée par l'orgueil ou l'ego, tu ne le ramènes pas. Il n'en revient pas. Il restera bloqué toute sa vie dans un monde introspectif d'une suffisance insupportable. La raison, une fois bouffée, ne reviendra jamais. Alors fais bien attention car tu sembles, d'après ce que j'ai pu lire dans tes commentaires, encore une fois je ne suis pas dans ta tête, bien enfoncé dans le déni vis-à-vis de l'orgueil et de l'ego. Pour résumer quelque chose qui fera certainement l'objet d'une prochaine vidéo, l'orgueil et l'ego, pour moi, sont deux bêtes à apprivoiser pour tirer le traîneau de la pensée. En effet, répondre aux commentaires de détracteurs me permet de réveiller mon ego et mon orgueil, ceci me donnant l'énergie intellectuelle pour poser par écrit des idées et des concepts qui autrement seraient restés à l'état de songe informe dans mon citron. Par exemple, ma vidéo sur le Raptor est issue à 100% d'une conversation avec le chauve mystérieux. Et cette analyse, sans cette joute épistolaire avec le chauve mystérieux, serait restée à l'état de songe dans mon citron. Car l'esprit est incroyablement fainéant. Il faut toujours qu'il soit mis en porte-à-faux pour en obtenir quelque chose. Par exemple, dans le cadre d'un clash de convictions, de point de vue. Ces commentaires me font office d'ailleurs de brouillon, de premier jet que je mets par la suite de côté. Je n'écris pas mes commentaires dans l'optique d'avoir raison. Je me doute bien que très peu d'internautes liront ces pavés énormes. Ils ne sont pas là pour eux, ou pour convaincre. C'est un effet secondaire si ça arrive. Pour revenir à ma vision de l'orgueil et de l'ego, ce ne sont que des catalyseurs, donc des moteurs propulsant la pensée avec plus de force et à utiliser avec minutie, hein, car en effet, ils ont tendance à la corrompre. Et c'est pourquoi il faut toujours, avec la tête froide, revenir sur toutes ses propres créations intellectuelles quand celles-ci ont été façonnées sous le joug de l'ego et de l'orgueil, pour faire le tri entre ce qui relève du concept pertinent et ce qui relève de l'attaque rhétorique creuse. Donc maintenant pour revenir à ce vent mauvais. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il y a plusieurs facteurs pour propulser une vidéo dans les recommandations. Le plus important est certainement le watch time, mais ce n'est pas le seul. L'une des données extrêmement importantes est le taux d'activité que va engendrer votre vidéo proportionnellement à son nombre de vues. C'est-à-dire que ce n'est pas tant le nombre de vues qui prime, mais l'activité que celle-ci, votre vidéo, va générer sur les viewers. C'est-à-dire que plus le pourcentage de viewers ayant laissé un pouce gris ou bleu est important, plus cette vidéo sera mise en avant. Plus le pourcentage de viewers ayant laissé un commentaire sera élevé, donc quelle que soit la nature du commentaire, plus votre vidéo sera mise en avant. Paradoxalement, ceux m'ayant insulté et ayant d'ailleurs parfois laissé plusieurs commentaires ont plus participé à mon référencement que mes viewers entre guillemets de soutien. Donc sans compter ceux qui m'ont relayé sur leur Twitter, me donnant donc accès à des nouveaux pouces gris et des nouveaux commentaires désobligeants favorisant mon référencement. Donc après, l'IA de YouTube est un peu plus complexe que ça, hein, mais ça sera d'ailleurs l'objet d'une vidéo où je reviendrai justement sur, on va dire sur les bugs avec les notifications. Enfin bref, ceci est donc un élément de réponse pour expliquer ma présence dans les recommandations, mais ce n'est pas le seul. Donc maintenant concernant les viewers lambda n'ayant pas été émotionnalisés outre mesure par mon blasphème et ayant vu donc la masse monstrueuse de travail qu'a nécessité cette vidéo et ne comprenant donc pas pourquoi celle-ci s'est donc retrouvée avec un ratio aussi désobligeant accompagné de commentaires tout aussi désobligeants, ceci leur a donc provoqué un sentiment d'injustice et les a donc encouragés
s'amuser à répondre aux commentaires désobligeants et à contrebalancer le ratio à grands coups de pouce bleu. Et beaucoup de gens qui d'habitude ne laissent ni commentaires ni pouce bleu se sont mis, par solidarité, et pour réparer entre guillemets l'injustice, à noter ma vidéo et à laisser un commentaire de soutien ou tout simplement pour déboîter du rageux. Ceci a donc également augmenté de façon drastique mon référencement en augmentant le pourcentage d'activité de mes viewers, puisqu'on s'est retrouvé donc avec aussi une grande frange de ces 10 viewers qui d'habitude sont de purs spectateurs, laisser un pouce bleu et un commentaire. Donc moi qui ai vraiment suivi chaque jour de haut cette évolution, je peux vous dire que ça a été vraiment très clair. Un mouvement de balancier s'est donc mis en place avec successivement des vagues de haters suivies d'une vague de soutien pour contrebalancer. Donc mouvement de balancier bien sûr engagé par les haters et leur haine débile. Je le rappelle, durant les premiers jours, la première semaine de mise en ligne de cette vidéo, avant l'arrivée massive des haters, la croissance était relativement faible et le pourcentage d'activité, c'est-à-dire le nombre de personnes qui me laissaient des commentaires, était aussi extrêmement faible. Donc mouvement de balancier engagé par les haters et leur haine débile, provoquant donc un pic d'activité monstrueux de la vidéo, donc avec un pourcentage de gens laissant des pouces et des commentaires extrêmement important, d'où cette propulsion donc de cette vidéo dans les recommandations. Donc j'ai pu voir d'ailleurs petit à petit, donc quand la première vague de haters est arrivée pour dézinguer mon ratio et ma section commentaires, j'ai vu ce mouvement de balancier s'engager et s'amplifier. C'était d'ailleurs extrêmement intéressant à regarder on va dire de haut. Donc pour résumer, sans ce vent mauvais, sans ces haters m'ayant pourri ma section commentaires et mon ratio, cette vidéo aurait certainement fini comme celle du Raptor, donc à 10K vues. Et j'aurais certainement gagné, allez, peut-être 300 abonnés au grand maximum. Mais comme vous n'avez pas pu vous empêcher de vouloir à tout prix me cracher à la gueule pour mon blasphème, vous avez, par vos pouces gris et vos commentaires désobligeants, propulsé cette vidéo dans les recommandations. C'est d'ailleurs, c'est la réflexion que je me suis faite, cette vidéo a fait office de moteur à conneries. Donc c'est-à-dire que l'énergie et la haine des haters a été reconvertie en référencement et en abonnés. C'était... Enfin, moi personnellement, je regardais ça de haut, ça me faisait bien marrer, hein, je vous le dis comme ça. De plus, ces haters, en plus de me donner un référencement monstrueux, par leurs commentaires d'une débilité profonde, m'ont offert l'occasion de me créer une audience. Pour expliquer aussi, donc en partie pourquoi j'ai réussi à choper plus de 5000 abonnés sur une vidéo de seulement 130 000 vues, donc laissez-moi encore reprendre une citation de ce couteau suisse de la culture qu'est l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Donc, la solidarité naît de la douleur et non de la joie. On se sent plus proche de quelqu'un qui a subi avec vous une épreuve pénible que quelqu'un qui a partagé avec vous un moment heureux. Le malheur est une source de solidarité et d'union alors que le bonheur divise. Pourquoi? Parce que lors d'un triomphe commun, chacun se sent lésé par rapport à son propre mérite. Chacun s'imagine être l'unique auteur d'une commune réussite. Combien de familles d'ailleurs se sont divisées alors d'un héritage? Combien de groupes de rock'n'roll ont pu rester soudés malgré leur succès? Combien de mouvements politiques ont éclaté une fois le pouvoir pris? Étymologiquement, le mot sympathie provient d'ailleurs du grec sympatheia, je sais pas si je le prononce bien mais j'en ai rien à foutre, qui signifie souffrir avec. De même, compassion est issu du latin compassio, signifiant lui aussi souffrir avec. C'est en imaginant la souffrance des martyrs de son groupe de référence qu'on peut un instant quitter son insupportable individualité. C'est dans le souvenir d'un calvaire vécu en commun que réside la force et la cohésion d'un groupe. Alors, je ne dis pas que je suis un martyr, mais le même phénomène était à l'œuvre. Donc, imaginons un combat d'arène. Si un criminel monstrueux vient à être combattu de façon déloyale. Imaginons donc le criminel nu avec une épée de merde face à 3 gardes tout en armure. Eh bien, je peux vous dire que vous allez soudain éprouver un grand sentiment d'injustice et par solidarité, vous éprouverez de la sympathie pour celui qui se bat seul, même si celui-ci est la pire des ordures. Vous avez créé un sentiment d'injustice autour de ma vidéo, provoquant donc un sentiment de solidarité. Et je pense, d'ailleurs, je vous invite, si c'est ce que vous avez ressenti, à me le dire dans les commentaires, que beaucoup m'ont rejoint uniquement grâce à cela. Évidemment, il y avait aussi l'intérêt intellectuel de ma vidéo, hein, comme d'habitude, que lorsque j'analyse quelque chose, même si ce quelque chose est extrêmement trivial, j'essaie toujours de pousser au maximum l'analyse, de ne pas rester juste en surface et en disant des banalités on va dire des banalités de comptoir que tout le monde pourrait avoir.
Donc je me disais, je pense que beaucoup également m'ont rejoint grâce à cela, alors que en temps normal, ceux-ci auraient certainement juste regardé ma vidéo sans laisser un pouce et sans s'abonner. Donc vous êtes la définition même d'idiot utile. Votre haine aveugle a propulsé ma vidéo dans les tendances en boostant de façon monstrueuse mon référencement avec donc ce mouvement de balancier que vous avez initié, et vos commentaires désobligeants ainsi que votre assiduité à pourrir mon ratio ont créé un sentiment de solidarité autour de moi, m'apportant donc un nombre énorme d'abonnés. Donc bien joué les gars, vous êtes magnifiques. Donc encore une fois, si vous n'aimez pas mon contenu, spammez-moi de pouces gris, dites à vos amis de venir me mettre des pouces gris, spammez-moi des commentaires en essayant d'être le plus blessant et désobligeant possible. Je vous encourage de tout mon cœur à procéder de la sorte. En gros, pour résumer ce que je veux dire, c'est que la majorité silencieuse est représentée par la minorité qui s'exprime, puisque si elle ne s'exprime pas, c'est qu'elle se sent déjà représentée. Donc si ma vidéo avait un ratio correct et une section commentaires exempt, je ne parle pas de détracteurs éclairés, hein, je dis exempt de ce genre de saloperie, je peux vous assurer que beaucoup moins de gens auraient laissé un pouce bleu et son commentaire de soutien pour contrebalancer. Donc merci beaucoup. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, donc pour tirer un trait final sur la vidéo bide, vous aura diverti et allumé un peu le cerveau. C'était le but. Donc comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à commenter de façon construite, car je le rappelle, je lis tous les commentaires et j'y réponds très souvent. N'hésitez pas à mettre un pouce, quel que soit son sens, comme vous voulez, à vous abonner, même... bon, en n'oubliant pas la cloche, même si l'IA de YouTube visiblement prend de moins en moins en compte la volonté des viewers, mais comme je l'ai dit, ça sera l'objet d'une petite vidéo. Allez, salut bande d'humains, on se retrouve, je l'espère, pour la prochaine vidéo. Alors, mince, j'ai oublié, petit teasing, on va dire. Donc pour vous encourager à vous abonner, j'ai décidé, même si c'est un peu prétentieux et tôt de déclarer ça maintenant, j'ai décidé pour les 100K, oui, parce que je me projette loin, moi je suis comme ça, rien à foutre, je montrerai ma sale gueule. Donc si vous êtes amusé par cette perspective, n'hésitez pas à vous abonner. Et non, je ne suis pas en train de flex, je n'ai pas choisi cette image par hasard, puisque celle-ci est en lien avec un futur projet, ou plutôt un futur concept de vidéo, que j'ai nommé les vlogs AQ, donc c'est-à-dire un mélange entre un vlog et une FAQ. Donc n'hésitez pas à me poser des questions sur Twitter ou dans les commentaires YouTube. D'ailleurs, en parlant de ça, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur Twitter, parce qu'on va dire que le... Comment dire? Là, il commence à y avoir un sacré gap entre mon nombre d'abonnés sur YouTube et sur Twitter, c'est pas hyper... c'est pas terrible. Alors, juste pour revenir encore une dernière fois sur cette image, cette image date un peu et a été prise quand je n'avais pas encore compris qu'un 4 pattes de moins de 1000 cm3 avait à peu près autant de pertinence qu'un bouquin de BHL. Donc ne soyez surtout pas surpris, quand le premier vlog AQ sortira, je ne serai pas sur cette monture. Allez, salut bande d'humains!